Notre planète, une sphère d'un bleu incandescent, suspendue dans le vaste et silencieux théâtre de l'espace, est un monde de merveilles inégalées. Depuis des millénaires, l'humanité a contemplé sa propre demeure avec un sentiment de profonde admiration. Des fosses océaniques les plus profondes au plus haut sommet, la nature a sculpté des paysages d'une grandeur à couper le souffle. Dans ce voyage, nous traverserons les continents et les océans pour être témoins de certains des spectacles les plus extraordinaires que le monde naturel a à offrir. Rejoignez-nous, alors que nous nous embarquons dans une odyssée pour célébrer la beauté époustouflante de notre planète remarquable. C'est une histoire qui remonte à des milliards d'années, une histoire qui s'est déroulée à une échelle presque trop vaste pour que l'esprit humain puisse la saisir pleinement. Préparez-vous à être captivé, à être ému et à être inspiré. Notre voyage commence ici, au cœur aride de l'Amérique du Nord. Ceci est le Grand Canyon, une épopée géologique. Se tenir à son bord, c'est être confronté à un sentiment d'échelle écrasant. Ce gouffre s'étend sur 277 miles et a une profondeur de plus d'1 mile. En regardant vers le bas, le puissant fleuve Colorado apparaît comme un simple fil d'argent. C'est un paysage qui nous rappelle l'immense pouvoir du temps. L'histoire du canyon est écrite dans ses parois, dans les bandes de roches horizontales qui s'empilent les unes sur les autres comme les pages d'un livre ancien. Contempler le Grand Canyon, c'est assister à une histoire géologique mise à nu pour tous. C'est un spectacle en constante évolution, une œuvre d'art dynamique. Le fleuve Colorado est le principal artiste de cette sculpture colossale. Pendant des millions d'années, ce cours d'eau a taillé son chemin à travers le plateau du Colorado en constante élévation. C'est un témoignage de la patience et de la persévérance de la nature. Le fleuve est la sève et le créateur du canyon. À mesure que le fleuve creusait plus profondément, l'érosion élargissait le gouffre, créant l'aspect étagé et distinctif du canyon. Le climat et le cycle des saisons sculptent davantage le paysage. Le travail du fleuve continue, approfondissant et élargissant le canyon à chaque instant qui passe. Le Grand Canyon est un paysage vivant, une œuvre d'art perpétuellement en cours. Le Grand Canyon est un sanctuaire de vie, un écosystème vertical d'une diversité remarquable. Le vaste changement d'altitude crée des microclimats distincts, chacun abritant des plantes et des animaux uniques. Descendre dans le canyon, c'est comme voyager du Canada au Mexique. Les mouflons du désert naviguent sur les falaises. Au fond de la gorge intérieure, un ruban de verdure luxuriante crée un autre monde. Le condor de Californie plane sans effort. Voir un condor glisser silencieusement, c'est assister à un lien profond entre une espèce et son paysage épique. Du plus grand gouffre de la Terre, nous voyageons vers sa plus grande structure vivante. Au large de la côte nord-est de l'Australie se trouve un monde d'une beauté transcendante. Une vaste métropole sous-marine si immense qu'elle est visible depuis l'espace. C'est la Grande Barrière de Corail. Ce n'est pas un mur unique et continu, mais une mosaïque d'une complexité époustouflante de près de 3000 récifs individuels, 900 îles s'étendant sur plus de 2300 km. C'est un royaume bâti non de pierre, mais de vie elle-même, un écosystème vibrant et pulsant de couleurs. Les architectes sont de minuscules animaux coloniaux, appelés polypes coralliens. Chaque polype, pas plus grand qu'un grain de riz, sécrète un squelette calcaire. Au fil d'innombrables générations, le récif grandit, millimètre par patient millimètre. Le récif construit des pinacles imposants, des éventails délicats, de vastes plateformes en forme de table. Le récif est une ville vivante. À l'intérieur des polypes vivent des algues microscopiques appelées zooxanthelles. Les algues photosynthétisent, convertissant la lumière du soleil en énergie et fournissant jusqu'à 90% de la nourriture du corail. En retour, le corail offre aux algues protection et les composés dont elles ont besoin. Ce partenariat est la source des couleurs éblouissantes du récif. Les verts, les roses et les jaunes proviennent de milliards d'algues à l'intérieur du corail.
Cette architecture fournit un foyer, un terrain de chasse et une pouponnière. Le récif grouille de mouvements et de couleurs. Des milliers d'espèces de poissons, les plus petites demoiselles irisées aux mérous patates imposants, filent à travers les jardins de corail. Les tortues marines glissent avec grâce, se reposant sur les coraux mous. La Grande Barrière de Corail est l'un des écosystèmes les plus riches et les plus complexes de la Terre, un témoignage de la puissance créatrice de la vie dans la mer. La Grande Barrière de Corail est un sanctuaire pour plus de 1500 espèces de poissons. Les poissons perroquets jouent un rôle vital, nettoyant le récif et créant le sable fin et blanc. Le récif abrite 6 espèces de tortues marines et des bénitiers géants. Plus de 200 espèces d'oiseaux dépendent du récif. Les raies manta glissent dans l'eau. La migration annuelle des baleines à bosse est l'un des grands spectacles du récif. Les requins patrouillent les bords extérieurs du récif. Le récif entier est une symphonie de coopération et de compétition. Ce monde sous-marin vibrant est aujourd'hui confronté à une menace sans précédent, le changement climatique et le réchauffement de nos océans. Ce phénomène est connu sous le nom de blanchiment des coraux. Ces dernières années, la Grande Barrière de Corail a subi plusieurs épisodes de blanchiment de masse. Au-delà de l'augmentation des températures, le récif est confronté à d'autres pressions d'origine humaine, comme la pollution. L'avenir de la Grande Barrière de Corail est en jeu. Des efforts urgents sont nécessaires pour réduire les émissions mondiales de carbone et restaurer les zones endommagées. C'est un paradis fragile, un trésor que nous ne devons pas laisser s'évanouir dans l'oubli. Il y a des endroits sur notre planète qui défient l'échelle humaine. Dominant tous les autres, l'Everest, connu des Népalais sous le nom de Sagarmatha, la déesse du ciel, et des Tibétains sous celui de Chomolungma, la Sainte Mère. C'est le point culminant de la Terre. Sculpté pendant des millions d'années de collisions tectoniques, l'Everest continue de grandir. Ici, l'air est rare et les températures sont impitoyables. La montagne est née de la collision du sous-continent indien avec la masse continentale eurasienne. Pendant des siècles, ce grand sommet a eu une profonde signification spirituelle pour le peuple Sherpa. C'est une source de pouvoir spirituel qui exige le respect. Gravir l'Everest, c'est entrer dans la zone de la mort, au-delà de 8000 mètres où le corps ne peut plus s'acclimater. Les grimpeurs doivent traverser le dangereux glacier du Khumbu, gravir la face du Lhotse et franchir des crêtes étroites et acérées. La montagne a toujours le dernier mot. La montagne est un puissant arbitre du destin. Pour ceux qui se tiennent sur son sommet, c'est un moment de triomphe profond. C'est notre désir profond et inné d'atteindre les cieux. La popularité même qui a fait de l'Everest une icône mondiale menace maintenant sa nature immaculée. Le chemin vers le sommet est, ces dernières années, devenu de plus en plus encombré, un embouteillage en haute altitude qui crée de nouveaux dangers imprévus. Ce rassemblement de grimpeurs augmente le risque d'accident dans les passages étroits et exerce une pression énorme sur l'environnement fragile de la montagne. L'héritage de décennies d'expéditions est maintenant visible sur ces pentes. Des bouteilles d'oxygène jetées, des tentes abandonnées et d'autres déchets jonchent les neiges autrefois immaculées, créant ce qui a été appelé la plus haute décharge du monde. Ces débris sont plus qu'une horreur visuelle. Ils représentent un réel danger environnemental, les polluants pouvant s'infiltrer dans les glaciers et les réserves d'eau en aval. Des expéditions de nettoyage dédiées s'efforcent de réparer ces dégâts, une tâche monumentale qui souligne notre responsabilité. La menace la plus profonde est peut-être largement invisible, le changement climatique. Les vastes glaciers qui recouvrent ces montagnes fondent à un rythme alarmant. Ces rivières de glace reculent, formant de vastes lacs glaciaires instables qui menacent les communautés en aval par des inondations. Le changement climatique modifie la montagne, rendant les itinéraires plus instables à mesure que la glace et le pergélisol commencent à fondre. L'avenir de l'Everest est un microcosme de l'avenir de notre planète. La diminution des glaciers est un avertissement brutal et indéniable. Protéger ce sommet, c'est sauvegarder une tour d'eau essentielle pour l'Asie et honorer un lieu d'une immense valeur naturelle et culturelle. Le destin de la déesse du ciel est inextricablement lié au nôtre.
un rappel silencieux et glacé de l'équilibre délicat que nous devons maintenir avec le monde naturel. Sous les hautes latitudes, le ciel s'anime avec l'aurora borealis, les aurores boréales. Un balai de lumière silencieux et éthéré transforme les cieux. Des rideaux chatoyants de vert, de rose et de violet ondulent à travers l'obscurité. Ce spectacle céleste commence avec le soleil qui éjecte des particules chargées dans l'espace sous forme de vent solaire. Lorsque ces particules s'approchent de la Terre, elles rencontrent la magnétosphère. Des entonnoirs guident les particules solaires chargées vers la haute atmosphère. Les particules de haute énergie entrent en collision avec l'oxygène et l'azote, transférant de l'énergie. Les atomes libèrent des photons, créant les lumières chatoyantes de l'aurore. Les couleurs envoûtantes de l'aurore sont une conséquence directe des gaz atmosphériques frappés par les particules solaires et de l'altitude à laquelle les collisions se produisent. La couleur la plus courante, un vert éclatant, est produite par des collisions avec des molécules d'oxygène. C'est la teinte emblématique de l'aurore, la couleur à laquelle nos yeux sont les plus sensibles. Les collisions avec les atomes d'oxygène peuvent produire une couleur beaucoup plus rare, un rouge profond. Les interactions avec les molécules d'azote peuvent créer des teintes de rose, de bleu et de violet le long des bords inférieurs. Parfois, le spectacle devient dynamique et explosif, un vortex de couleurs. Les cieux exécutent leur danse silencieuse et spectaculaire, un rappel que notre planète est intimement liée au Soleil et à l'univers plus vaste. Bien avant que la science ne puisse expliquer les mécanismes derrière l'aurore, les peuples du Nord ont créé leur propre mythologie riche et variée pour donner un sens à ces lumières mystérieuses dans le ciel. Pour de nombreuses cultures, ces spectacles célestes étaient profondément spirituels, considérés comme des ponts vers l'au-delà ou des messages des dieux. Les Vikings croyaient que l'aurore était le reflet de l'armure des Valkyries, les figures féminines mythiques qui décidaient qui vivrait et qui mourrait au combat, alors qu'elles chevauchèrent le ciel pour mener les guerriers tombés au Valhalla. En Finlande, un nom traditionnel pour l'aurore est Revontulet, les feux de renard. Un mythe ancien raconte qu'un renard arctique courait si vite à travers les fels enneigés que sa queue frôlait les montagnes et projetait des étincelles dans le ciel nocturne. En Amérique du Nord, certaines communautés inuites croyaient que les lumières étaient les esprits de leurs ancêtres, jouant à un jeu, utilisant le crâne d'un morse comme ballon. Ces histoires, transmises de génération en génération, révèlent un profond besoin humain de trouver un sens et de l'émerveillement dans le monde naturel. Ces légendes comportaient souvent un sentiment de révérence et de prudence. Dans certaines traditions, il était considéré comme irrespectueux, voire dangereux, de siffler l'aurore, de peur d'attirer l'attention des esprits et d'être emporté. On disait souvent aux enfants de rester à l'intérieur lorsque les lumières étaient particulièrement actives et brillantes. Ces croyances soulignent l'immense puissance et l'admiration qu'inspirait le phénomène. Aujourd'hui, bien que nous comprenions la physique solaire qui crée l'aurore, le sentiment d'émerveillement qu'elle inspire reste intact. Elle continue d'attirer des voyageurs du monde entier vers des lieux reculés à ciel sombre. Se tenir sous les aurores boréales, c'est être témoin de l'une des merveilles naturelles les plus sublimes de la planète. Cela nous relie au passé ancien, aux mythes et légendes de nos ancêtres et aux forces fondamentales de l'univers. Même à notre époque moderne et scientifique, il y a encore de la place pour la magie, le mystère et une profonde admiration. À la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le paisible fleuve Zambèze s'écoule, puis est spectaculairement interrompu. La rivière entière, sur plus d'1,5 km de large, plonge dans un gouffre profond et étroit, créant l'une des cascades les plus magnifiques et puissantes de la Terre. Les Kololo l'appellent Mosi Oatunia, la fumée qui gronde. L'immense panache de pulvérisation peut être vu à plus de 30 miles de distance, s'élevant comme de la fumée. Le rugissement de la cascade est un tonnerre constant et assourdissant. Les chutes Victoria, un rideau d'eau d'une échelle inimaginable. Elles ne sont ni les plus hautes, ni les plus larges,
mais leur hauteur et leur largeur combinées en font la plus grande nappe d'eau tombante sur Terre. Au plus fort de la saison des crues, plus de 500 millions de mètres cubes d'eau s'y précipitent chaque minute. Ce volume colossal s'écrase dans la gorge en contrebas. Le brouillard est propulsé à des centaines de mètres dans les airs, créant une zone de précipitation localisée perpétuelle dans les environs. L'histoire géologique est celle de l'érosion et de la résistance. Le paysage ici est un vaste plateau de basalte formé par une ancienne activité volcanique. Cette roche dure est fracturée par une série de profondes fissures, orientées est-ouest, remplies de grès plus tendres. Le puissant Zambèze a trouvé ses lignes de faiblesse et au fil de millénaires innombrables, il a creusé la roche plus tendre, sculptant les gorges profondes et sinueuses qui se trouvent en aval des chutes actuelles. Les chutes elles-mêmes sont une caractéristique temporaire dans une longue histoire géologique de recul. Le résultat est un paysage unique. La rivière s'échappe par un chenal étroit et bouillonnant, connu sous le nom de marmite. Cette géographie unique concentre la puissance de l'eau, créant une scène d'une incroyable violence et d'une énergie naturelle brute. Se tenir au bord du gouffre, trempé par la brume constante et assourdi par le rugissement, c'est ressentir l'immense puissance de la Terre de manière directe et viscérale. Une expérience humble et inoubliable. La brume constante et pénétrante créée par les chutes Victoria entretient un écosystème unique et vibrant. Juste au bord de l'abîme, c'est la forêt tropicale, une bande étroite et verdoyante qui prospère dans une humidité perpétuelle. Contraste aérien. Bande de forêt tropicale contre savane sèche. Une végétation luxuriante y fleurit. Des acajou, des fougères, des orchidées délicates. Cet habitat est un sanctuaire pour la faune. Des singes vervets, des babouins. Singes et babouins naviguant sur les rochers glissants et cherchant de la nourriture dans la brume. L'air est vivant de chants d'oiseaux. Calao trompette, touraco de chalots. Un petit monde localisé créé par la brume des chutes. Dans les eaux tumultueuses de la gorge, la vie persiste. L'eau turbulente et oxygénée abrite des poissons résistants. Le poisson-tigre, puissant et dentu. Des hippopotames broutant dans les étendues plus calmes en aval. Des crocodiles patrouillant la rivière. Les chutes forment une barrière infranchissable, isolant les poissons en amont et en aval. Les nuits claires de pleine lune, un arc-en-ciel lunaire ou moonbow apparaît. Un arc de couleurs fantomatiques dans l'obscurité. Plan large et poétique, brume, eau, lumière et vie entrelacée. Les chutes Victoria sont plus qu'une simple merveille géologique. Elles représentent une ressource vitale partagée et, honnêtement, un symbole puissant pour les nations de la Zambie et du Zimbabwe. Les chutes forment une frontière naturelle entre les deux pays, et les deux nations ont établi des parcs nationaux pour protéger la zone immédiate, reconnaissant ainsi leur immense valeur naturelle et économique. Le tourisme est une composante essentielle des économies locales, attirant des visiteurs du monde entier qui viennent admirer le spectacle, assurant les moyens de subsistance de milliers de personnes dans les communautés environnantes grâce au guidage, à l'hôtellerie et aux marchés artisanaux. La puissance du fleuve Zambèze a également été exploitée pour l'usage humain. En amont et en aval des chutes, des barrages hydroélectriques produisent l'électricité essentielle à la région, alimentant les foyers et les industries. Cela représente un défi complexe, équilibrer le besoin d'énergie durable et de développement avec l'impératif de préserver le débit naturel de la rivière et l'intégrité des chutes elles-mêmes. La gestion du Zambèze est un équilibre délicat, nécessitant coopération et planification minutieuse pour garantir que les ressources de la rivière sont utilisées judicieusement au bénéfice des populations et de la nature. Les chutes ont également une profonde signification culturelle et historique. En 1855, David Livingstone fut le premier Européen à voir les chutes, les nommant en l'honneur de la reine Victoria.
Le site était connu et vénéré par les populations locales depuis des siècles avant son arrivée. Il reste un lieu d'importance spirituelle qui a façonné l'histoire et la culture régionale pendant des générations. Le pont des Chutes Victoria, achevé en 1905, est un monument d'ingénierie enjambant la deuxième gorge et reliant les deux nations. L'avenir des Chutes Victoria est lié à la santé de la planète tout entière. Des sécheresses plus fréquentes et plus sévères menacent de modifier le débit du Zambèze, réduisant potentiellement les chutes pendant la saison sèche. Protéger cette magnifique cascade signifie protéger l'ensemble du bassin fluvial qui l'alimente. C'est une responsabilité partagée de préserver Mosi-Oa-Tunya, la fumée qui grondante, pour les générations à venir. Dans la grande tapisserie de l'histoire de notre planète, le changement est la seule constante. Les continents dérivent, les montagnes s'élèvent et s'effondrent, les océans s'étendent et se contractent au fil des éons. Pourtant, parfois, cette immense puissance géologique ne se manifeste pas sur des millions d'années, mais en quelques heures seulement. Tel fut le cas dans l'état calme et discret du Michoacán, au Mexique, en 1943. Ici, dans un champ cultivé par des générations de purépéchas, la terre elle-même était sur le point de naître. L'histoire ne commence pas par une explosion cataclysmique, mais par un murmure venu des profondeurs. Pendant des semaines, les villageois avaient senti la terre trembler sous leurs pieds, un subtil frémissement rythmique qui s'intensifiait. D'étranges grondements profonds résonnaient des entrailles de la terre, perturbant le bétail et les gens. C'étaient les signes révélateurs d'une pression qui s'accumulait loin sous la surface. Le magma se frayait un chemin vers le haut, se préparant à une entrée spectaculaire. Le 20 février, l'agriculteur Dionisio Pulido s'occupait de son champ de maïs. Une fissure s'ouvrit sous ses yeux. Une fumée sulfureuse s'échappa de la fissure en rencontrant l'air frais, le premier souffle du volcan. Photographes et scientifiques documenteraient plus tard ce qui suivit. Pulido et sa famille regardèrent le sol gonfler. La fissure s'élargit. Avec un rugissement assourdissant, la terre cracha des cendres, des pierres et des bombes incandescentes. Le champ de maïs disparut. Un cône s'éleva de la poussière et de la fumée, grandissant du jour au lendemain. Au matin, il mesurait plus de 10 mètres de haut, une nouvelle montagne. Le volcan Paricutin était arrivé, brut, puissant et né en temps réel. La naissance du Paricutin n'a pas été un événement singulier, mais le début d'une éruption incessante qui a duré 9 ans. Le cône initial a été formé de cendres de scories, et ce n'était que le début. Jour après jour, il grandissait, sa voix étant un rugissement constant et assourdissant. Des explosions projetaient des roches incandescentes haut dans l'atmosphère. Un spectacle de feux d'artifice terrifiant et hypnotisant dans le ciel nocturne. Un panache de cendres perpétuelles obscurcissait le ciel sur des kilomètres, transformant le jour en un crépuscule lugubre, recouvrant la terre d'un épais linceul gris. Pas seulement une montagne, mais une entité vivante et respirante, refaisant le monde dans le feu. Paricutin, San Juan Parangaricutiro. La vie fut irrévocablement changée. Une pluie constante de cendres, une menace suffocante. Les cendres s'accumulaient sur les toits, les faisant s'effondrer sous le poids. Les cendres contaminaient l'eau potable, ruinaient les récoltes, rendaient la respiration difficile pour les humains, pour les animaux. Le paysage verdoyant familier devint un désert monochrome de poussière grise. Des gens qui avaient vécu en harmonie avec cette terre pendant des siècles faisaient maintenant face à un intrus géologique imparable, consumant lentement leur maison et leur héritage. Le chapitre le plus dramatique, l'avancée de la lave. Non pas des coulées explosives et rapides, mais une rivière de roches en fusion lente et inexorable. Elle rampait, un mastodonte noir et croûteux avec un intérieur rougeoyant et incandescent, consumant tout sur son passage. Les arbres s'enflammaient au contact, la terre sifflait et fumait tandis que la chaleur faisait bouillir l'humidité du sol. Un symbole de destruction absolue, et pourtant, elle avançait avec une grâce étrange et délibérée, un spectacle hypnotisant de la chaleur interne de la planète à la surface.
San Juan Parangaricutiro, se trouvait directement sur le chemin de la coulée. Les villageois ont abandonné leurs maisons, leur église, leur histoire, fuyant vers les collines. Ils ont regardé la lave engloutir lentement leur ville. Seules les tours de l'église en pierre sont restées visibles, s'élevant d'une mer de roches noires et solidifiées. Ces flèches squelettiques se dressent encore aujourd'hui, un mémorial obsédant pour une communauté déplacée, un symbole du pouvoir de la nature à créer et à détruire. L'éruption du Paricutin fut une tragédie, mais pour la science, ce fut une opportunité sans précédent. C'était la première fois que des volcanologues pouvaient étudier le cycle de vie complet d'un volcan. Des scientifiques ont afflué au Michoacán, transformant la région en un laboratoire à ciel ouvert. Ils ont méticuleusement documenté la croissance du volcan, révolutionnant notre compréhension du volcanisme. Les données ont permis la création de modèles encore utilisés aujourd'hui. Le champ de maïs de Dionisio Pulido est devenu un texte fondateur de la géologie moderne. Le volcan, destructeur, est devenu un grand enseignant. Après 9 ans, le géant s'est finalement tu. Le Paricutin est devenu dormant, son énergie violente cédant la place au silence. Le paysage a entamé une lente récupération. Aujourd'hui, le Paricutin est l'une des 7 merveilles naturelles, un monument à la puissance de la Terre et à la résilience de l'esprit humain. Il y a des endroits sur Terre où la Terre et la mer se rencontrent d'une manière si spectaculaire que cela semble être l'œuvre d'un artiste divin. Le port de Rio de Janeiro est un de ses chefs-d'œuvre. C'est une vaste étendue d'eau parsemée d'îles et gardée par de colossaux monolithes de granit. Connue localement sous le nom de baie de Guanabara, c'est la plus grande baie du monde en volume d'eau. Son ampleur et sa topographie unique sont le résultat de forces géologiques qui se sont manifestées sur des centaines de millions d'années. Les montagnes de granit qui définissent son paysage, y compris le célèbre pain de sucre et l'imposant pic du Corcovado, se sont formées au plus profond de la Terre. Alors que les continents d'Amérique du Sud et d'Afrique se séparaient, la mer s'est engouffrée pour combler le vide, créant cette magnifique baie. Ils l'ont nommée Rio de Janeiro, la rivière de janvier. Sa beauté change avec la lumière, le temps et les saisons. Et la beauté de la baie de Guanabara en a fait un lieu inévitable pour une grande ville. Rio de Janeiro a grandi autour de ses rives, entrelacées avec le paysage naturel. La ville embrasse la baie, grimpe les collines et se déverse sur des plages immaculées. Le port est le cœur et l'âme de la ville. Les montagnes sont devenues des icônes mondiales, liées à l'identité de la ville. Le Corcovado, couronné par le Christ rédempteur, embrasse la ville. La baie est un centre vibrant. Copacabana et Ipanema font partie du paysage culturel façonné par le port. Cette fusion atteint son zénith pendant le carnaval. La culture humaine s'est épanouie en présence magnifique de la nature. Le port de Rio de Janeiro est un paradis fragile. La ville qui l'abrite représente désormais la plus grande menace pour son existence, en raison de l'urbanisation, de la pollution industrielle et de l'assainissement inadéquat. Les eaux pures sont désormais chargées des sous-produits d'une mégalopole tentaculaire. Les écosystèmes délicats de la baie ont immensément souffert. Des projets ambitieux sont en cours pour améliorer les infrastructures d'assainissement, restaurer les écosystèmes de mangroves et nettoyer la pollution accumulée. Sa survie est un test de notre volonté de préserver les merveilles mêmes qui nous inspirent. S'étendant sur l'Amérique du Sud, la forêt amazonienne est un royaume d'une richesse biologique inégalée. C'est la plus grande forêt tropicale humide, cruciale pour la santé de notre planète. Ces arbres absorbent le dioxyde de carbone, libérant de l'oxygène, régulant le climat mondial. L'Amazonie crée son propre climat, se maintenant dans un cycle continu. Ce lieu biodiverse abrite environ 10% de toutes les espèces connues. C'est un monde d'une beauté à couper le souffle, de mystères profonds et de découvertes infinies. Voyager en Amazonie, c'est entrer dans un monde qui fonctionne selon ses propres règles ancestrales. Ici, les géants de la forêt s'élèvent vers le ciel. Au sol, une armée de fourmis coupe-feuilles marche en colonnes disciplinées. Plus haut, les branches des grands arbres sont des jardins à part entière,
chargées d'orchidées et de broméliacées, et même de minuscules grenouilles dendrobates, semblables à des bijoux. Les fleuves qui traversent la forêt tropicale regorgent d'une diversité de vie. Au-dessus, sur les branches surplombantes, un paresseux se déplace avec une lenteur délibérée. C'est la voix de la forêt tropicale, un rappel constant de l'incroyable densité et variété de vie, qui s'épanouit dans chaque recoin de ce monde extraordinaire. Ce monde vibrant et vital, berceau de la biodiversité, est en grave péril. La forêt amazonienne disparaît à un rythme alarmant. De vastes étendues sont défrichées pour l'élevage bovin, la culture du soja, l'exploitation forestière et l'exploitation minière. L'agriculture sur brûlis, où les arbres sont abattus et incendiés, génère d'énormes panaches de fumée qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Les tronçonneuses qui coupent, les incendies qui font rage remplacent les sons de la vie sauvage et les scènes luxuriantes de la forêt. Les conséquences sont catastrophiques pour la forêt et la planète. La déforestation perturbe le cycle de l'eau. Les sécheresses deviennent plus fréquentes et intenses, rendant la forêt restante plus sujette aux incendies. Les scientifiques craignent que nous approchions d'un point de non-retour. De vastes zones pourraient se transformer en savane, une transformation irréversible. Cela libérerait des milliards de tonnes de carbone stockées, accélérant le changement climatique mondial. Cette perte est une profonde tragédie humaine. Des centaines de communautés autochtones vivent ici, beaucoup depuis des milliers d'années. Leur culture, leur langue et leur survie sont liées à la forêt. Les connaissances autochtones sur les plantes et les animaux, cette sagesse est perdue à mesure que leurs terres sont détruites. La lutte pour sauver l'Amazonie est une lutte pour les droits des peuples autochtones. Le destin de l'Amazonie repose entre nos mains. La protéger exige un effort mondial, des accords internationaux, des politiques gouvernementales, la responsabilité des entreprises et les choix individuels des consommateurs. Soutenez les entreprises durables, protégez les droits des peuples autochtones, investissez dans les projets de reboisement. L'Amazonie est un trésor mondial. Elle fournit de l'air pur, de l'eau douce et un climat stable. Sa préservation n'est pas un choix, mais une nécessité pour la planète et notre avenir. Dans le golfe du Tonkin se trouve la baie d'Halong, un paysage marin d'une beauté surnaturelle. Ici, mythe et géologie s'entremêlent. Plus de 1600 karstes et îlots calcaires s'élèvent de façon spectaculaire des eaux émeraudes. C'est un paysage qui semble ancien, primordial, un témoignage de l'art de la nature. Halong se traduit par dragon descendant, un lieu où l'âme du Vietnam trouve l'une de ses légendes les plus puissantes. La légende raconte que des dragons sont descendus sur la baie, crachant des joyaux qui se sont transformés en îles que nous voyons aujourd'hui, créant un mur impénétrable assurant l'avenir de la nation. Ce mythe puissant est tissé dans l'identité de la baie. Voyager à travers la baie d'Halong, c'est naviguer à travers un livre de contes, où le physique et le mythique se confondent. C'est un lieu qui invite à la contemplation des forces immenses qui ont façonné ce coin extraordinaire de notre planète. Au-delà de la grandeur des karstes imposants, la baie d'Halong abrite un écosystème complexe et délicat. Un monde dans un monde. Les eaux calmes et peu profondes sont une pouponnière pour une riche diversité de vie marine. Des récifs coralliens vibrants, grouillant de poissons. D'anciennes espèces de coquillages. Des crustacés qui ont trouvé refuge ici depuis des éons. La géographie unique crée une multitude de microclimats. Différentes formes de vie s'épanouissent en étroite proximité. La baie est un sanctuaire. Des eaux protégées favorisent un réseau trophique complexe. Prédateurs et proies se jouent sous la surface sereine. Cachés dans les géants de calcaire se trouvent d'innombrables grottes et cavernes. Chacune est une cathédrale naturelle sculptée par le temps et l'eau. Certaines sont vastes, des chambres caverneuses qui pourraient engloutir des bâtiments entiers. Leurs plafonds ornés de stalactites spectaculaires. Des stalagmites s'élevant comme des piliers de pierre. D'autres sont de petits espaces intimes, accessibles uniquement en kayak ou en petite embarcation à marée basse.
Explorer ces merveilles souterraines, c'est comme entrer dans une dimension cachée. Un monde silencieux et frais où les seuls sons sont l'égouttement de l'eau. L'écho de votre propre souffle, un contraste saisissant avec le monde ensoleillé de l'extérieur. La baie abrite également des villages flottants uniques, des communautés entières vivant leur vie sur l'eau, des générations de familles de pêcheurs sur des radeaux autonomes et adaptatives, des écoles, des magasins, des maisons, une communauté vibrante et interconnectée montant et descendant avec la marée. Ils sont le cœur humain de la baie de Ha Long, une culture tissée dans le paysage. Leur résilience et leur connaissance témoignent de l'adaptabilité humaine. Ce réseau de vie complexe est cependant fragile. Le tourisme, la pollution, le changement climatique. Les récifs coralliens sont vulnérables à l'augmentation de la température de la mer. La qualité de l'eau est affectée par l'augmentation de l'activité humaine. Protéger la baie d'Ha Long signifie sauvegarder un écosystème vivant et une culture humaine unique. L'avenir de ce dragon descendant repose entre nos mains, une responsabilité que nous ne devons pas prendre à la légère. La baie de Ha Long est un paysage en perpétuelle transformation, constamment remodelé par la lumière et les conditions météorologiques changeantes. À l'aube, la brume enveloppe les karstes. Au lever du soleil, ses rayons transpercent la brume, peignant la scène de doux pastels. Puis vient le coucher du soleil, un spectacle d'un drame ardent. Sous le manteau de la nuit, la baie d'Ha Long se transforme une fois de plus, baignée par le clair de lune et les étoiles. Certaines nuits, le plancton bioluminescent crée un effet scintillant, semblable à des étoiles. Cet endroit incroyable recèle des merveilles encore à découvrir. Tout en bas de notre monde se trouve l'Antarctique, le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la Terre. Une vaste étendue sauvage couverte de glace qui exerce une emprise unique sur l'imagination humaine. Presque entièrement enfouie sous une colossale calotte glaciaire, ce fut le dernier continent à être découvert. Cette seule calotte glaciaire contient environ 90% de la glace mondiale. C'est le grand régulateur climatique de notre planète. Se tenir dans cette immense étendue sauvage, c'est faire l'expérience d'un silence et d'une solitude qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est une expérience humble, un puissant rappel de la puissance brute et indomptée de la nature. Malgré des conditions hostiles, la vie prospère en Antarctique. Les eaux glaciales et riches en nutriments regorgent de krill, formant la base d'un réseau alimentaire robuste. Le krill est la source de nourriture vitale pour les manchots, et le magnifique manchot empereur. Les océans abritent également des baleines et des phoques. C'est un monde où les mammifères marins règnent en maîtres, leurs vies étant dictées par la glace de mer saisonnière. L'intérieur est un désert biologique, soulignant la précarité de l'existence. La vie s'adapte et se regroupe là où l'environnement lui permet de prendre pied. L'Antarctique est en première ligne du changement climatique. Ce vaste continent se réchauffe plus vite que presque n'importe où ailleurs. Les anciennes plateformes de glace se désintègrent et les glaciers accélèrent vers la mer, contribuant à l'élévation du niveau marin mondial. L'impact s'étend à la faune unique du continent. Pour des espèces comme les manchots empereurs, la glace de mer, pierre angulaire de tout l'écosystème, se brise plus tôt. L'Antarctique est un laboratoire naturel, détenant des indices sur le climat passé de notre planète, enfermé au plus profond de ses carottes de glace. Le continent n'est pas seulement une victime du changement climatique, il est aussi notre témoin le plus important. L'avenir de l'Antarctique, et par conséquent l'avenir de notre planète, est en jeu. Le continent silencieux et blanc au bout du monde envoie un message, un appel à l'action que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Du Grand Canyon à l'Antarctique, nous avons admiré les merveilles de notre planète. Chaque lieu raconte une histoire de géologie, de climat et de vie. Ils sont les piliers de la santé et de la biodiversité de notre planète. Ces merveilles sont notre patrimoine mondial commun. Le changement climatique, la pollution et la perte d'habitat sont nos défis. Nous devons passer de consommateurs à intendants. L'avenir de notre planète repose entre nos mains. C'est notre seule maison. Final montage.